Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux à participer à ce webinaire du Forum financier belge. Nous continuons sur notre belle lancée et pour ce dernier webinaire de l'année 2023, nous avons choisi comme thème l'intelligence artificielle et ses conséquences économiques. Lors du Forum économique mondial de 2023, l'entrepreneur Mihir Shukla a souligné « Les gens ne cessent de dire que l'IA arrive, mais elle est déjà là ». L'utilisation de l'intelligence artificielle pour les tâches quotidiennes a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie et ChatGPT en est un exemple éloquent. Ce populaire modèle d'intelligence artificielle générative est utilisé par plus d'1 milliard d'utilisateurs pour des tâches courantes telles que la programmation ou encore la rédaction. La vitesse et l'ampleur de l'adoption de l'IA sont mises en évidence par un fait simple. Il a fallu seulement 60 jours à ChatGPT pour atteindre son 100 millionième utilisateur, tandis qu'Instagram a mis 2 ans pour atteindre la même étape. Dans l'ère numérique qui est la nôtre, l'intelligence artificielle se profile donc comme un acteur incontournable, sculptant nos modes de vie, nos interactions et bien sûr notre économie. Les transformations que l'IA apporte à notre quotidien sont sans précédent et comprendre ces dynamiques devient impératif pour rester en avance dans un monde où la seule constante est le changement. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir 2 experts qui partageront leur expérience. Nous avons Céline Piton, économiste à la Banque nationale de Belgique. Son expertise nous éclairera sur les conséquences économiques de l'intelligence artificielle. De même, nous aurons l'honneur d'entendre Thierry Geerts, directeur de Google Belgium. Thierry mettra en lumière les opportunités novatrices qu'offre l'intelligence artificielle aux entreprises, notamment dans le secteur financier et bancaire. Avant de donner la parole à nos orateurs, vous avez la possibilité de poser des questions dans la Q&A chatbox et des informations plus pratiques seront également partagées via le chat. Thierry, la parole est à vous. Merci et bonjour à tous. Merci de libérer du temps sur le temps de midi pour écouter l'histoire sur l'intelligence artificielle qui, à mon avis, est absolument essentielle puisqu'elle va révolutionner notre monde. Et loin du hype ChatGPT, je voulais vous donner le contexte de cette transformation sociétale. Alors, premièrement, on n'a que 5 milliards de personnes qui sont connectées à Internet et il faut s'en souvenir, c'est assez incroyable. On n'a jamais fait ça avant ça dans l'humanité. Ça veut dire que chaque PME belge a 5 milliards de clients à un clic et toutes les PME sont pour ainsi dire situées de la même façon avec 5 milliards de clients connectés. C'est aussi grâce à cette connexion-là que nous avons développé le vaccin contre le coronavirus, puisque on a fait ça en 12 mois de temps et jamais auparavant dans l'histoire, on n'était parvenu à développer un vaccin en si peu de temps. Et donc, connecter 5 milliards de personnes, ça fait non seulement cette communauté mondiale qui s'échange, mais c'est aussi l'accélération de passer des business models, de pouvoir développer des produits plus rapidement et d'arriver effectivement à des produits qui sont adoptés par 100 millions de personnes plus rapidement. Mais en fait, la connexion à Internet n'est pas vraiment neuve. C'est une vieille histoire, c'est une histoire des années 90. Ce qui a révolutionné la donne, c'est l'Internet mobile. C'est le fait d'avoir dans sa poche cet petit objet qui permet à tout le monde d'accéder en tout temps et à chaque moment à ces informations. Et voilà, vous voyez à gauche tout ce que je devais trimballer quand je suis sorti de l'université en 1989, qu'aujourd'hui nous avons tous. On a un petit peu sous-estimé l'effet de cette transformation, en particulier sur notre économie, parce que naturellement, dans le temps, on vendait tous ces objets à gauche et aujourd'hui, on vend des téléphones. Pour le consommateur, il y a une énorme différence. Et comme on est dans un forum financier, parlons finance, une université américaine s'est amusée à calculer la valeur d'un smartphone, la valeur de tout ce qu'il y a dans un smartphone, en fonction de 1989. Donc, vous prenez par exemple une encyclopédie, vous avez accès à une encyclopédie sur votre smartphone, eh bien, elle valait 1 600 € en 1989. Et donc, vous additionnez tout ça. Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai la grande nouvelle de vous annoncer que grâce au forum financier, vous êtes tous multimillionnaires, vu que vous avez 30 millions d'euros en poche. C'est 30 millions d'euros la valeur de tous les objets qu'on a accès dans un smartphone. Or, 95% des Belges ont aujourd'hui un smartphone. Et donc, aujourd'hui, 95% des Belges se baladent avec 30 millions d'euros. Alors, naturellement, ils n'ont pas ce cash sur leur compte en banque, mais c'est la richesse qu'ils ont par rapport à 1989. Et donc, il y a une partie de création de valeur qui échappe à l'élément monétaire, puisque aujourd'hui, Wikipédia est accessible à tout le monde. C'est la meilleure encyclopédie que l'humanité n'ait jamais produite. Et c'est beaucoup plus facile que de devoir aller consulter une encyclopédie sur papier, mais elle vaut 0 €. Elle ne crée pas de valeur
pour l'économie, puisqu'il n'y a pas de chiffre d'affaires sur Wikipédia, c'est une ASBL qui vit de dons. Donc, ça change quand même un petit peu la donne, mais ça fait que avec le smartphone, tout le monde est rentré dans cette ère du digital. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la troisième vague de digitalisation. L'intelligence artificielle, c'est la troisième fois qu'on a cette transformation. D'abord, l'Internet court sur PC fixe, puis l'Internet mobile, et aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est loin d'être la technologie un peu futuriste, déstabilisante qu'on entend parfois dans les médias. Souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, les gens pensent à Robocop, Terminator, Marquesienne n'a plus de boulot, la banque va être gérée par l'intelligence artificielle, le gouvernement est remplacé par l'intelligence artificielle. Et au fait, c'est tout à fait différent. C'est tout simplement une nouvelle façon d'informatique où on peut, au lieu de faire des programmes informatiques qui disent c'est blanc ou c'est noir, si telle condition, il se passe ça, dans d'autres conditions, il se passe ça, l'informatique peut maintenant tenir compte de modèles statistiques et peut donc faire des estimations et peut devenir beaucoup plus humain parce qu'il parvient donc, par exemple, à reconnaître le langage et on peut donc s'adresser à sa banque, à un opérateur vocal avec la voix et le banquier va reconnaître, comprendre ce que je dis, éventuellement me répondre avec du texte. Et ça, c'est naturellement purement d'intelligence artificielle. Et donc, c'est pas nouveau. Ça n'a pas un an comme certains le pensent. C'est une vieille technologie, mais qui depuis 2016 est devenue le standard dans toutes les sociétés technologiques. On ne programme plus rien sans intelligence artificielle. Depuis 2016 chez Google, on est devenu une société AI first, comme on le dit. Ça veut dire que dans tout ce qu'on prend en main, on implique l'intelligence artificielle. Et si vous avez utilisé un produit de Google aujourd'hui, ce que vous avez probablement fait, vous avez naturellement utilisé cette intelligence artificielle. Donc, on l'utilise tous. 95% des Belges utilisent aujourd'hui l'intelligence artificielle. Mais par contre, ça donne des choses tellement différentes qu'il faut en tenir compte et il faut surtout prendre cette opportunité parce que les sociétés qui ne vont pas utiliser ça vont être très en retard par rapport aux sociétés qui peuvent utiliser, comme les entreprises qui n'ont pas été informatisées ou trop tard par rapport aux sociétés informatisées dans les années 70. Nous allons maintenant voir les sociétés qui peuvent prendre profit de l'intelligence artificielle et ceux qui ne le font pas ou qui le font de la mauvaise façon. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est la troisième vague de la révolution digitale, mais la plus importante, c'est une technologie qui est aussi importante que l'invention de l'électricité pour le coup. Et ça va non seulement aider notre quotidien pour des choses simples comme traduire, parler contre un ordinateur, mais ça va aussi résoudre des problèmes qu'on n'avait jamais imaginé pouvoir résoudre précédemment. Et ça, c'est parfois plus difficile à capter ou un petit peu après. Donc, je voudrais vous montrer un exemple pour ça. Chez Google, nous nous sommes dit, eh bien, puisqu'on a maintenant cette intelligence artificielle, quel problème important pourrait-on résoudre pour la société en utilisant cette nouvelle technologie? Et on s'est dit, eh bien, on va résoudre le problème de la différence entre un chihuahua et un biscuit. Vous comprenez bien que ça valait la peine de m'écouter ce midi. Mais ce n'est pas une blague, on a mis les meilleurs ingénieurs du monde pour résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. C'est juste compliqué. Par rapport à un donateur, c'est très compliqué. Vous avez probablement compris le truc après, en regardant l'image pendant 5 secondes. Un être humain voit rapidement quels sont les muffins, comme s'appellent ces biscuits, et quels sont les chihuahuas. Un ordinateur n'a jamais su faire ça. C'est beaucoup trop compliqué. L'ordinateur se dit ces humains sont fous. Eh bien, on a résolu ce problème-là. Et naturellement, c'est surtout dans Google Photos que nous allons utiliser cette technologie, puisque ça vous permet de retrouver les photos de votre chien dans les milliers de photos que vous faites chaque année avec votre smartphone. Mais bon, pour revenir à mon point de départ, ce n'est pas vraiment un vrai problème sociétal qu'on allait résoudre. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'une fois qu'on a cette technologie, on peut résoudre un vrai problème sociétal qui est le cancer du sein. Alors, on ne sait pas résoudre le cancer du sein, mais il faut savoir que c'est un énorme problème, le cancer du sein. Quand on va faire un diagnostic chez un radiologue, 1 sur 3 diagnostics est faux. On est en 2003, on fait du banking mobile, on fait de l'intelligence artificielle, mais pour un diagnostic tellement important pour la vie, un diagnostic sur 3 est faux. Eh bien, en utilisant la même technologie, avec 100 000 mammographies, avec le bon diagnostic, et en utilisant exactement le même système, on a réduit le taux d'erreur de 34% à 2%. Et ça, naturellement, c'est nettement plus intéressant et c'est là qu'intervient vraiment l'élément sociétal. Et quand vous réfléchissez à l'intelligence artificielle dans vos différentes sociétés, dans vos différentes professions,
vous devez penser à ça. Vous ne devez pas dire, bon, ça peut un peu améliorer quelque chose à gauche, à droite. Non, non. C'est des gros problèmes que vous n'avez pas su résoudre ici, que vous pouvez fondamentalement améliorer. Si vous pensez à un processus qui vous coûte de l'argent, on peut réduire le coût du processus de 20, 30, 40, 50%. Améliorer le service client de 20, 30, 40, 50%. Donc, faire un bond de productivité qu'on n'a plus vu depuis des années. Et ça, je pense que ça devient réellement intéressant. Et l'économie belge a actuellement besoin de ça, parce que l'économie belge a une productivité relativement stable ces dernières années. Nous sommes face à une population qui est plus âgée, et donc la seule façon de faire fonctionner notre économie, c'est d'avoir une économie plus productive, et nous avons maintenant une opportunité de faire des gains, un saut de productivité, comme nous n'avons jamais fait ces dernières années en Belgique et en Europe d'ailleurs. Donc, c'est important de voir quelques autres exemples. Alors, ce sont peut-être des exemples très consommateurs, hein, utilisateurs, mais du coup, ça peut vous inspirer de dire, tiens, en fait, voyons ces technologies-là, comment je peux l'utiliser dans mon quotidien. Un premier exemple, c'est Google Traduction. Je vous en avais déjà parlé un peu de traduction. C'est une des choses que l'intelligence artificielle fait très bien. Mais si vous utilisez de Google Traduction et vous allez en voyage au Japon, eh bien, si vous arrivez dans l'aéroport de Japon, si vous devez taper du japonais sur votre smartphone pour comprendre ce qui est écrit, c'est très compliqué. Et donc, le premier exemple, vous pouvez maintenant, avec votre téléphone, simplement faire des photos de ce qu'il y a autour de vous, et on va traduire le texte dans le même layout, exactement la même photo que dans le texte original. Et donc, vous pouvez aller au Japon et vous balader avec votre smartphone et voir en temps réel tout le japonais traduit en français, en flamand, en anglais ou tout ce que vous voulez. Deuxième exemple, c'est aujourd'hui, vous pouvez reconnaître grosso modo tous les objets possibles et imaginables. Dans ce cas-ci, au milieu, vous pouvez faire les photos d'un restaurant et avoir directement les cotations sur Google. Et donc, imaginez que même dans le secteur bancaire ou assureur, par exemple, un assureur peut demander à quelqu'un qui a un accident de faire une photo de sa voiture. Grosso modo, la localisation peut être confirmée par le téléphone. L'intelligence artificielle peut analyser complètement l'image et traiter le problème de remboursement de façon automatisée. Troisième exemple est beaucoup plus récent et plus compliqué. C'est l'exemple ici où vous faites une photo d'un dérailleur et vous dites à Google avec votre voix comment le réparer et on va proposer une vidéo en tant que réponse. Et donc, on peut combiner reconnaître une image, reconnaître la voix, combiner les signaux et éventuellement proposer une vidéo comme solution, ce qui est essentiellement, extrêmement utile dans un service clientèle. Tiens, je ne parviens pas à installer ma nouvelle application. Est-ce que vous voulez bien me faire un screenshot de votre application? Et on va vous aider pour vous accompagner dans le processus ou n'importe quelle autre application. Autre exemple plus industriel, nous avons utilisé la même technologie pour notre gros problème qui est l'utilisation d'électricité. Vous savez que nos data centers sont relativement énergivores. Et donc, on s'est dit, tiens, en fait, comment est-ce qu'on pourrait réduire l'électricité utilisée pour refroidir les serveurs? On a mis l'intelligence artificielle de AlphaGo, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, en test pendant 6 mois et nous sommes parvenus à réduire l'utilisation d'électricité de 40%. Alors, si vous imaginez qu'un des gros coûts de Google, c'est refroidir les serveurs et qu'on parvient à réduire ça de 40%, vous imaginez l'économie colossale, tant économique qu'est l'impact sociétal et donc sur la planète, comment on peut réduire notre empreinte carbone, d'abord en réduisant l'électricité qu'on utilise. Ça, je crois que c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que dans les clients du secteur bancaire ou financier, même le secteur industriel peut effectivement gagner ces taux de productivité et faire des gains comme on n'a jamais vu. Et ça, c'est possible grâce à ce qu'on appelle les digital twins. En fait, on fait des copies du monde extérieur, par exemple d'un processus industriel. On va faire digitaliser l'ensemble du processus avec des capteurs, essayer d'avoir tous les éléments nécessaires, la température, le contexte, etc. Et ça fait énormément de données. Et vous pourriez dire, n'importe quel ingénieur qui fait bien son boulot pourrait très bien analyser les données et optimaliser le processus. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de données qui sont créées est tellement énorme qu'un être humain ne parvient plus à réellement comprendre le système et de le comprendre. Si tous vos clients commencent à générer des datas et vous avez 3 millions de clients, eh bien, vous avez des tonnes de données
qu'un être humain ne peut plus analyser, et c'est là que l'intelligence artificielle intervient. C'est surtout ce qu'on appelle du machine learning, c'est comment faire de l'analyse d'énormément de données, analyser ça et comment réussir à faire grâce à ça un meilleur service client, une meilleure logistique. Et vous voyez dans cet exemple-ci un exemple de data lake, un lac de data où on combine les datas qu'on peut rassembler soi-même, les datas de ses fournisseurs, ses clients, et les datas de ce qui est disponible dans le public, par exemple la météo, il y a quelque chose qui est disponible publiquement. On combine ces données-là. Et, par exemple, les supermarchés Carrefour ont réduit de 20% leur taux de déchets, donc les produits qu'ils ne vendent pas avant la date limite, en combinant tous ces éléments-là. Et naturellement, par exemple, la météo a un effet sur les produits que les gens achètent, mais tellement d'autres facteurs que même avec tout leur savoir-faire, puisque Carrefour est un retailer qui existe probablement depuis 100 ans, il y a moyen encore de faire des gains d'efficacité importants sur des éléments de base de leur business. Posons un petit peu ici, on est à mi-chemin. Alors tout ça, c'est pas neutre. Il y a des nouvelles technologies qui parviennent à faire des choses, mais les choses sont tellement différentes que précédemment qu'on est arrivé dans cette fameuse 4e révolution industrielle. Ah non, excusez-moi, j'ai encore passé un cap, c'est de l'introduction, on parlait de ChatGPT, donc il faut que je vous parle d'IA génératif. Et c'est quoi? C'est juste la même chose, sauf qu'on applique ça sur énormément de textes. L'AI le plus génératif que vous connaissez le mieux, c'est Google Translate, grosso modo. C'était là depuis 2006. Pour programmer Google Translate, nous n'avons eu aucun linguiste qui travaillait pour Google. C'est uniquement en comparant des masses de data, de traduction qui étaient en ligne qu'on est parvenu à faire Google Translate. Et aujourd'hui, BART, puisque ça c'est notre AI génératif, à regarder tous les textes qu'il y a sur Internet et grâce à ça, parvient à deviner ce qu'il doit y avoir dans une phrase sur base de vos questions et parvient à faire donc des textes. Alors ça semble très très humain puisque tout à coup il y a un texte et on pensait toujours qu'écrire un texte ce serait réservé à l'être humain. Or, ce ne l'est pas. Ceci dit, le texte vaut ce que ça vaut. Ceux qui veulent gérer leur entreprise sur base de AI génératif font faire des énormes bêtises. Par contre, c'est très utile. Ça permet par exemple de générer une réponse à un email, mais naturellement, l'intelligence, votre intelligence de ce qu'il va avoir comme contenu dans le mail ne sera pas inventée par l'AI génératif. Par contre, vous permettra de faire des phrases, bonjour monsieur, etc. Très honoré, au revoir, tout ça, ça va être bien écrit par l'AI génératif. Mais par contre, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec la proposition du mail, ça sera toujours à vous à le donner. Et donc, on va aussi dans ces mails, on gagne facilement 30-40% de temps à répondre à des mails du fait que le mail est autogénéré au niveau de la structure du mail, mais va vous permettre de répondre juste aux éléments qui vous incombent et répondre beaucoup plus rapidement. J'ai posé la question à Bart, comment le secteur financier peut avoir tiré profit de cette intelligence artificielle. Et ben voilà, assez rapidement, il arrive à 10 points. Et donc, non seulement vous êtes enrichi de 30 millions d'euros au début de mon exposé, mais vous venez d'économiser 500 000 euros chez McKinsey parce que vous ne devez pas demander à un consultant ce que l'intelligence artificielle va faire pour vous. Vous pouvez lire ça ici et on peut partager les slides par après pour tout ce que ça peut faire. Mais un des éléments, par exemple, c'est la détection de fraude. Vous faites énormément le secteur financier traite énormément d'argent dans tous les sens, tous les jours pour des millions de clients. Eh bien, pour détecter la fraude dans toutes ces opérations-là, l'intelligence artificielle, avec un data lake, va faire littéralement des miracles, quoique ce n'est pas des miracles, puisqu'on peut très très bien expliquer comment ça fonctionne. Et donc, ceci n'est qu'un des éléments de la transformation de l'intelligence artificielle, ce n'est pas une nouvelle donne. Ça a été décrit en 2018 et c'est donc aujourd'hui connu du grand public depuis l'année passée. Et je vous invite à expérimenter si vous ne l'avez pas encore fait. Mais donc, tous ces éléments-là nous arrivent à la 4e révolution industrielle, comme j'avais dit précédemment. Alors, je ne sais pas à quel point vous êtes féru d'histoire, mais 4 fois dans l'histoire de l'économie humaine, on a complètement transformé notre économie avec la vapeur d'abord, puis l'électricité, puis les ordinateurs et aujourd'hui l'intelligence artificielle. Alors, bonne nouvelle, notre pays est grosso modo spécialiste de la révolution industrielle puisqu'on était les premiers après l'Angleterre à développer la première révolution industrielle. Et il ne tient qu'à nous donc de développer cette 4e révolution industrielle qui est l'intelligence artificielle. Les pays qui ne vont pas le faire sont bien embêtés
parce que naturellement, vous comprenez bien que si notre économie ne fait pas les gains d'efficacité que certains autres font, on peut être bien embêté, mais grosso modo, ça revient essentiellement à une opportunité aujourd'hui de ces gains de productivité, je vous en ai parlé. Et ça a un deuxième élément intéressant, puisque les précédentes économies révolution industrielle étaient basées sur des matières premières, c'est-à-dire le charbon, l'électricité, le pétrole, l'acier, etc. La révolution industrielle actuelle est basée sur le savoir. Tout compte fait, l'intelligence artificielle ne fait que traiter du savoir, des datas si vous voulez, mais les datas, avec ça, on ne fait rien. C'est transformer les datas en savoir qui rend les choses intéressantes. Et donc, ça donne lieu à cette nouvelle économie assez intéressante où on peut dématérialiser ce que nous faisons en physique, alors pas manger ni se déplacer, mais pour le reste, on peut énormément faire en digital, qui permet de réutiliser, de dépolluer, puisque comme dans l'exemple de l'encyclopédie, quand on imprimait des centaines de milliers d'encyclopédies, ça faisait beaucoup de papier, beaucoup d'encre, et puis il fallait transporter ces encyclopédies dans le monde entier, et aujourd'hui on a accès gratuitement à Wikipédia. Reste naturellement l'élément électrique, mais l'électricité, heureusement, on peut la produire de façon neutre, puisque Google, qui est quand même un grand utilisateur d'électricité, comme je vous l'avais dit, est complètement neutre en électricité depuis 2017. Si vous utilisez un de nos produits, vous activez uniquement du vent et du soleil, puisque nous avons l'ensemble de notre électricité est produite par des sources solaires et éoliennes. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. À partir du moment où on utilise de l'éolien et du solaire, eh bien, on n'est plus sensible au prix de l'énergie. Et donc, l'année passée, quand le prix de l'énergie a explosé, eh bien, on n'était pas très exposé puisque le prix du soleil n'a pas augmenté l'année passée. Mais ça fait donc que l'économie transforme complètement. Il y a moyen aujourd'hui de faire du business qui est plus le même chiffre d'affaires que c'était précédemment. Et donc, il faut réfléchir à cette économie digitale au niveau financier où dans le temps, en industriel, vous n'étiez client que si vous receviez une facture d'une société. Ou bien vous étiez client d'une société, ou bien vous n'étiez pas client d'une société. Aujourd'hui, il y a moyen en fait de servir une audience beaucoup plus large puisque le frais variable d'un produit est réduit plus ou moins à zéro, puisque distribuer un produit de façon digitale, c'est gratuit. Et je vais vous donner l'exemple des médias. Dans le temps, vous étiez peut-être abonné au soir, et si vous étiez abonné, vous payez 300 € par an, et si vous n'étiez pas abonné, vous payez zéro. Et donc, le soir avait, disons, 100 000 abonnés, et il payait 300 €. Voilà, ça, c'était la base clientèle, c'était tout. Aujourd'hui, le soir est parvenu à développer un site d'information qui est grosso modo accessible gratuitement à tout le monde, et donc ils ont plus d'1 million de visiteurs sur leur site. Naturellement, il n'y a pas moyen d'accéder à toutes les informations, mais si on veut les informations de base sur ce qui s'est passé hier est disponible gratuitement. Mais quand c'est disponible gratuitement, il y a montré quand même de la publicité aux visiteurs gratuits, donc on gagne quelques centimes à quelques millions de visiteurs. On peut gagner quelques centimes par visiteur. Puis, une fois que le visiteur s'est rendu compte que, tiens, le soir avait une raison d'exister, que c'était intéressant, et que le visiteur vient et veut lire un article qui, par contre, est payant, l'utilisateur va commencer à prendre un abonnement, et il y a différentes formules d'abonnement, et donc quelqu'un va payer 100 € par an, puis 300 € par an finalement. Mais plus intéressant que ça, à partir du moment où on est intéressé par le soir peut produire d'autres produits, et certains clients achètent sur le webshop du soir leur vin, leur encyclopédie, enfin je sais pas, encyclopédie, leur vin ou d'autres produits. Et aujourd'hui, les médias ont une base clientèle de plus d'1 million, avec des clients qui rapportent quelques cents et des clients qui rapportent 3 000 €. Et c'est une énorme différence par rapport au passé. Aujourd'hui, la Libre Belgique vend des croisières de la Libre, et donc il y a moyen de faire une clientèle tout à fait différente. Donc il s'agit de voir quelle est l'audience, c'est-à-dire l'ensemble du public, et de leur offrir quelques services gratuitement pour les attirer et de les fidéliser pour rendre finalement un client rentable. Et ça, c'est l'économie digitale aujourd'hui. Google sert aujourd'hui plus de 2 milliards d'utilisateurs. Il n'y a pas 2 milliards d'utilisateurs qui nous rapportent de l'argent. Il y a un réfugié aujourd'hui qui arrive à Bruxelles, utilise tous nos produits et ne nous rapporte jamais rien. Mais on est là au moment où les gens veulent prendre un crédit hypothécaire
Et là, naturellement, toutes les banques sont intéressées d'avoir des clients en crédit hypothécaire puisqu'ils vont rester clients pendant 20 ans. Et à ce moment-là, on vend une publicité et on gagne de l'argent. Et ça, ça vaut pour l'ensemble des sociétés qui sont actives dans le digital. Deuxième petite pause, ça fait que on est aujourd'hui ce que j'appelle plus un Homo sapiens, mais un Homo digitalis. On a accès à une technologie, des choses qui permettent de faire des choses qu'on n'avait jamais imaginées précédemment. Et donc, vous êtes tous aujourd'hui des Homo digitalis, des gens plus évolués que vos prédécesseurs. Et nous avons affaire à une humanité augmentée. Et ça fait aussi que sur le lieu de travail, nous avons affaire à une force de travail augmentée. Nous pouvons maintenant avoir des collaborateurs qui ont, grâce à l'intelligence artificielle, se renforcent. Et pas moins de gens, mais les mêmes gens, mais qui ont des super pouvoirs, comme on peut les appeler aujourd'hui. Dans mon exemple, le radiologue qui fait la mammographie n'a pas perdu son boulot, mais parvient à faire un meilleur diagnostic. Et donc, même chose dans les secteurs financiers, il y a besoin de monde. Là, vous cherchez du monde partout, mais c'est une autre qualification. Et donc, tous les jobs vont être impactés par l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle crée a priori plus d'emplois et pas moins d'emplois, comme la digitalisation fait déjà depuis des années. Mais pour pouvoir réussir à cette économie plus intéressante, moins polluante et plus humaine, il faut naturellement réinventer l'ensemble de monde. Il ne faut pas simplement continuer à faire ce qu'on fait, polluer autant qu'avant et puis utiliser un peu de digitalisation. Il faut complètement changer le paradigme et réfléchir à comment réinventer notre société, donc de l'éducation, les médias, les soins de santé, mais naturellement aussi le monde financier. Alors, il me reste largement 3 minutes pour parler plus spécifiquement des secteurs, mais on va y arriver. Je voulais juste toucher le point, puisque ça, c'est plutôt votre métier, avec ce contexte-là. Comment réinventer le secteur financier. Et le premier exemple, c'est dans le monde des bancaires, par exemple. Dans le temps, c'était très transactionnel. On allait une fois par semaine à chez son banquier chercher de l'argent, faire des choses. Aujourd'hui, on utilise en permanence une application bancaire. Et ça fait que non seulement les banques ont l'information de ses clients tous les jours, donc il y a tous les jours l'information sur ce que veut mon client qui circule entre la banque et le client, mais surtout ça permet d'offrir d'autres services. Puisque j'utilise mon application bancaire tous les jours, eh bien l'application bancaire peut m'aider à faire d'autres choses. Et aujourd'hui, c'est mon cas. Je ne paye plus mon parking avec une petite carte. Je rentre dans le parking, regarde mon application bancaire, la barrière s'ouvre toute seule et je ressors, c'est enlevé de mon compte et il n'y a pas de problème. J'achète mes tickets pour le transport en commun grâce à mon application bancaire. Je ne suis pas sur la SNCB ni sur une autre application de transport. Je passe via ma banque. Je gère mes chèques repas et éco-chèques par mon application bancaire. Et donc aujourd'hui, on a une banque qui est plutôt un assistant dans les transactions financières que juste un banquier et un conseiller, mais pas uniquement un conseiller pour les clients qui ont 1 million sur leur compte en banque, mais un conseiller automatisé pour l'ensemble des clients, puisqu'avec l'intelligence artificielle, on peut servir une base automatisée beaucoup plus large. Dans le monde de l'assurance, c'était encore plus intéressant, puisque l'assureuse, c'est un drôle de métier où on traite ses clients, les meilleurs clients, le moins bien. Parce que si vous êtes un bon client d'une assurance, vous recevez une facture 1 fois par an pour payer. Et si vous êtes un mauvais client d'une assurance, vous avez fait des accidents tout le temps, vous êtes en contact permanent avec votre assurance. Et donc, les gens qui payent la facture se demandent, qui n'ont jamais d'interaction, se demandent pourquoi. Et c'est la même chose avec les assurances maladie. Hein. On prend une assurance et alors, quand on est malade, on va à l'hôpital et on se fait réparer. En flamand, ça s'appelle même le ziekenhuis. On va dans la maison des malades. Alors que ce qui nous intéresse, c'est de rester en bonne santé. Et donc, comment est-ce qu'un assureur peut devenir le conseiller de ses clients pour maintenir ses clients en bonne santé, les entreprises sans accident de travail. Alors là aussi, il y avait déjà pour les gros clients des conseillers pour donner des conseils pour avoir moins d'accidents de travail. Mais le commun des mortels n'avait pas un assistant personnel pour ne pas avoir de risque dans sa vie, mais pour éviter les risques plutôt que de rembourser le risque quand il a été opéré. Et donc, je vous invite tous à devenir cet assistant pour vos clients. Et si vous voulez en voir, et pour ça, on a un travail important, puisqu'aujourd'hui, en Belgique, 95% des Belges sont digitalisés. Donc, le client, utilisateur, citoyen est totalement digitalisé.
Par contre, les entreprises tardent un peu et on a vu que dans le retail, on a un petit peu raté le tournant qui fait qu'aujourd'hui, c'est Amazon ou Coolblue ou Volvo.com qui délivrent nos consommateurs. Et donc, pour l'intelligence artificielle, il est très important de ne pas rater ce tournant pour amener notre économie dans l'ère du 21e siècle. Voilà pour moi. Si vous êtes intéressé par le sujet, j'ai écrit 2 livres sur le sujet au profit d'une bonne œuvre. Et naturellement, je suis ravi de répondre à vos questions après l'intervention de Cécile. Voilà, merci. Merci beaucoup Thierry. Bonjour à toutes et à tous. Je commencerai aussi par remercier les organisateurs du Forum financier pour leur invitation et pour me laisser l'opportunité de présenter les résultats d'une analyse que j'ai réalisée en juin dernier et qui se base donc sur un article qui est paru dans la revue économique de la Banque nationale et qui s'intitulait The Economic Consequences of Artificial Intelligence, an Overview. Donc l'objectif était d'une part de situer la Belgique dans le développement en matière d'intelligence artificielle et d'autre part aussi de comprendre quels peuvent être les effets économiques potentiels en se basant sur les nombreux travaux qui ont déjà été réalisés par les chercheurs du monde académique. Alors on a déjà eu une grande mise en contexte par Thierry, mais je voulais juste quand même illustrer un peu pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle est vraiment présente dans notre quotidien. On la retrouve partout à l'heure actuelle. On a notamment les plateformes en ligne de films ou de musique qui ont recours à l'intelligence artificielle pour vous suggérer un contenu qui est adapté à vos préférences. Sur de nombreux sites internet, vous pouvez trouver les chatbots qui répondent à vos questions de manière automatisée. On a des outils de traduction en ligne sur Google, mais aussi d'autres outils qui utilisent donc cette intelligence artificielle. Les applications GPS assez récentes pour optimiser vos trajets, réduire les congestions sur les routes. Et également, dans le monde, les secteurs économiques, on a l'AI qui est utilisé, notamment, Thierry le disait tout à l'heure, dans les soins de santé pour améliorer les diagnostics ou alors dans la finance pour détecter les fraudes, gérer les risques, etc. Donc, ce qu'on va appeler ici l'intelligence artificielle, en fait, c'est tout ce qui représente un programme informatique qui va simuler les traits de l'intelligence humaine. Et ça va être, par exemple, reconnaissance de la parole, traitement des informations, des données, etc. Alors, j'avais aussi quelques exemples concrets. Et donc, pour la rédaction de l'article que j'ai fait, j'avais demandé à ChatGPT, tiens, voilà, est-ce que tu pourrais me dire quels sont les effets potentiels de l'intelligence artificielle d'un point de vue économique. Et effectivement, comme tout à l'heure pour la finance, ChatGPT nous répond toute une série d'informations. Il synthétise les informations qu'il peut trouver sur Internet. Et le résultat est assez satisfaisant, même si j'espère pouvoir vous montrer aujourd'hui que j'apporte quand même une petite touche à ce que ChatGPT pourrait vous donner comme réponse et qu'on a quand même besoin de tout ce qui est intelligence humaine pour traiter ces informations, pour demander, poser les bonnes questions à ces outils qui sont mis à disposition. Alors, un autre petit exemple rapidement, c'est si je retourne à mon slide d'introduction, en fait, l'image qui est derrière est une image qui a été générée par ChatGPT. Donc, c'était simplement lui poser la question, est-ce que tu peux me représenter, m'illustrer, si je te demande quelles sont les conséquences économiques de l'intelligence artificielle, ce serait quoi l'image que tu fournirais? Et voilà l'image qui est ressortie du programme. Voilà. Donc, voilà, quelques petits exemples concrets. Les exemples qui ont été fournis aussi dans la présentation précédente nous montrent qu'on a vraiment un usage de cette technologie qui se fait à large spectre. Et donc, c'est ce qu'on appelle une technologie à usage général ou le General Purpose Technology, qui par le passé a déjà été développée avec la machine à vapeur, l'électricité ou l'ère d'Internet et les ordinateurs.
Alors, le fait qu'elle est utilisée partout fait qu'elle peut évidemment avoir une incidence importante sur notre économie, puisqu'elle va complètement refondre la façon dont on fonctionne. Elle va être utilisée dans de nombreuses industries et ça peut permettre, on va le voir, à moyen ou long terme, une croissance de la productivité ou une amélioration de nos standards de vie. Alors, une illustration ici de voir comment se positionne un peu notre pays en matière d'intelligence artificielle. Alors, la Belgique est peut-être pas le premier pays qui viendrait à l'esprit lorsqu'on pense au développement de l'IA, mais elle déploie certains efforts importants pour s'imposer en tant qu'acteur majeur dans ce domaine. Et elle a notamment un plan national de convergence pour le développement de l'intelligence artificielle qui rassemble les initiatives fédérales et des entités fédérées et qui propose certains objectifs très concrets tels que le renforcement de la compétitivité ou de l'attractivité de notre pays en matière d'AI, l'acquisition des compétences qui vont être nécessaires pour la population, mais aussi, par exemple, l'amélioration de tout ce qui est cybersécurité, etc. Alors, par contre, en ce qui concerne la diffusion de l'intelligence artificielle au sein de nos entreprises, la Belgique se classe en 8e position parmi les pays de l'Union européenne, avec un peu plus de 10% des entreprises qui utilisaient au moins une des technologies d'intelligence artificielle. Alors, c'est un pourcentage qui reste loin derrière celui du meilleur élève qui est le Danemark et pour lequel ça atteint 24% des entreprises, mais ça reste supérieur à la moyenne européenne qui est de 8%. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser une entreprise à avoir recours à l'intelligence artificielle et donc plusieurs enquêtes ont été menées auprès de ces entreprises pour savoir quelles sont ces raisons. Les raisons les plus souvent citées sont la sécurité de leur technologie de l'information et de la communication, mais aussi au point de vue de l'organisation, aussi bien un point de vue de l'organisation de l'administration, mais aussi des processus de production des entreprises. Il y a d'autres raisons qui sont aussi citées, mais qui sont moins souvent présentées. C'est par exemple la gestion, le marketing, les ventes, tout ce qui est logistique, mais aussi ça va être dans la gestion des ressources humaines et du recrutement, par exemple. Alors, le développement de cette intelligence artificielle, on le voit ici sur le graphique de droite, est assez hétérogène en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, ce sont surtout les grandes entreprises qui ont 250 employés ou plus qui vont avoir recours à cette intelligence artificielle, puisqu'elles sont 41% à utiliser au moins une des technologies d'AI, alors que pour les petites entreprises de 2 à 9 employés, qui représentent environ 70% des entreprises en Belgique, l'enquête montre qu'il y a seulement 4% d'entre elles qui ont opté pour l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que le développement soit plus présent dans les grandes entreprises? La première raison sont les économies d'échelle qui sont liées au coût de l'utilisation de l'intelligence artificielle et la nécessité d'avoir des investissements supplémentaires, complémentaires à celles de l'AI, notamment en matière de technologie de l'information et communication, mais aussi des compétences des travailleurs. Et ce sont des investissements qui vont être plus faciles à réaliser pour de plus grandes entreprises que ce n'est le cas pour les petites. Alors d'un autre côté, la littérature nous montre aussi que ce sont les entreprises qui sont déjà plus numérisées qui auront tendance à utiliser cette intelligence artificielle. Donc il y a une certaine complémentarité entre adoption de l'intelligence artificielle par une entreprise et son niveau global de numérisation. Il y aura aussi d'autres obstacles qui vont être mentionnés par les entreprises lorsqu'elles souhaitent développer l'intelligence artificielle. Ce seront notamment, par exemple, la disponibilité ou la qualité des données qu'ils peuvent obtenir. Il y a toute une discussion sur les aspects juridiques et éthiques qu'on développera aussi un peu plus tard. Et enfin, il y a certaines entreprises qui répondent que simplement, elles trouvent que l'intelligence artificielle n'est pas utile pour leurs activités. Donc, on vient de le voir, hein, l'intelligence artificielle est en développement et elle a le potentiel à être utilisée dans un très grand nombre d'industries.
elle pourrait donc techniquement avoir un impact significatif sur la croissance de la productivité. Donc, on a, par exemple, dans le secteur manufacturier, il peut y avoir une meilleure efficacité si on améliore les processus de production. Dans le secteur des services, on a les chatbots, les assistants virtuels qui gèrent tout ce qui est tâches routinières et qui libèrent les employés pour se concentrer sur des travaux ou des tâches plus complexes ou qui ont un côté plus humain, qui demandent des compétences plus sociales. Et on a aussi tout ce qui est analyse de grosses bases de données qui peuvent aider les entreprises à prendre des décisions commerciales. On voyait tout à l'heure, réduire la consommation d'énergie. Typiquement, c'est une grosse quantité d'informations qui est dans le programme et qui finalement permet de réduire les coûts pour l'entreprise. Et finalement, il y a aussi une partie qui pourrait augmenter la productivité dans le sens où ça stimule la créativité et l'innovation, ça génère de nouvelles idées et donc ça est générateur de productivité. Pourtant, si on observe le graphique, on est en baisse de la croissance de la productivité depuis plusieurs années, en Belgique mais aussi ailleurs. Et donc, ces développements d'intelligence artificielle ne se reflètent pas dans les données agrégées de productivité. Et c'est une nouvelle illustration de ce qu'on appelle le paradoxe de Solow. Donc à l'époque, Solow, quand il y a eu le développement des ordinateurs, affirmait la phrase suivante, c'est « You can see the computer age everywhere, but in the productivity statistics ». Et ici, c'est un peu la même chose. C'est pour l'instant, on voit le développement de l'intelligence artificielle un peu partout, mais on ne l'observe pas dans les statistiques de productivité. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent être mentionnés. Le premier, c'est que même si elle se développe largement, l'AI est toujours à son début de développement et n'est pas tout à fait répandue, notamment dans les entreprises, puisqu'on n'a que 10% des entreprises qui y ont recours, donc ça reste un taux qui est plus faible. Donc il faudra du temps pour que ces entreprises adoptent et intègrent les nouvelles technologies directement dans leurs activités, mais aussi pour que les travailleurs puissent acquérir les compétences qui seront nécessaires pour les utiliser. Alors, il y a un deuxième élément qui est mentionné dans la littérature, qui est celui qu'on appelle l'erreur de mesure. Alors, habituellement, pour mesurer la productivité, on a recours au produit intérieur brut, qui est la mesure courante pour la croissance économique. Mais ça peut ne pas saisir complètement la valeur qui est créée par les biens et services numériques. Parce qu'une grande partie du contenu qui est en ligne reste gratuit. Et donc, tout ce qui est surplus du consommateur, augmentation du bien-être ou diminution du coût de la recherche d'un produit, par exemple, etc., ne vont pas être prises en compte dans ce calcul du PIB. Et donc, par exemple, à titre d'illustration, on a des académiques qui ont fait une analyse, qui ont demandé aux États-Unis, aux personnes, combien elles seraient prêtes à payer, à être payées, pardon, pour ne pas avoir accès à Facebook pendant 1 mois. Et ça a été estimé à une valeur de 750 $ par personne et par an. Et donc, ça signifierait que le fait qu'il y ait Facebook aux États-Unis augmente le bien-être des personnes de 18 milliards de dollars pour cette région. Enfin, le dernier point pour lequel la productivité peut ne pas encore avoir augmenté autant, c'est qu'il y a tout un contexte de politique macroéconomique, de réglementation sur le marché des biens et services, de réglementation sur le marché du travail et tout un contexte social et économique qui peuvent jouer un rôle dans la diffusion, oui ou non, de l'intelligence artificielle et dans le fait que cette croissance de productivité puisse avoir lieu ou pas. Alors, même si au niveau agrégé, on n'observe pas de croissance marquée de la productivité, ce qu'on peut déjà observer, c'est au niveau microéconomique, donc au niveau de l'entreprise en tant que telle, on voit que ce sont les entreprises les plus productives déjà qui ont recours à l'intelligence artificielle. Donc, les 10% des entreprises les plus productives
ont à presque 20% d'entre elles recours à l'intelligence artificielle, alors que lorsque on s'intéresse aux moins productives, on est à 7,5%. Alors évidemment, hein, le lien ne veut pas nécessairement dire que c'est l'intelligence artificielle qui va avoir un impact sur la productivité de l'entreprise, hein, c'est simplement une corrélation entre les deux. Mais dans l'analyse qui a été faite ici par le Bureau fédéral du plan, ils tiennent compte de la taille de l'entreprise, de l'âge de l'entreprise, son secteur d'activité et les technologies d'information et communication qui sont déjà présentes dans l'entreprise. Et ils continuent à observer ce lien positif entre intelligence artificielle et productivité. Donc, on peut se dire qu'il y a quand même un lien étroit entre amélioration de la productivité au sein d'une entreprise et utilisation des systèmes d'intelligence artificielle. Alors, un dernier point concernant les entreprises, avant de passer à l'effet plutôt sur les travailleurs, c'est que le fonctionnement des marchés et des entreprises va pouvoir être affecté aussi par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi? La première chose, c'est que ces entreprises qui vont avoir recours à l'AI vont avoir un avantage comparatif par rapport aux autres entreprises et donc vont pouvoir gagner des parts de marché. Donc on va avoir une dynamique de marché qui va être différente. Ensuite, les analyses qui sont faites par certains algorithmes qui sont utilisés vont pouvoir permettre à l'entreprise de définir automatiquement un prix qui va s'ajuster spontanément au prix qui est proposé par les concurrents. Et ce que les recherches ont montré, c'est que si les deux entreprises sont en train d'utiliser le même type d'algorithme, en fait, l'algorithme comprend tout seul qu'une collusion est meilleure pour les deux entreprises que d'avoir une concurrence entre les deux. Et donc, sans que vous ne disiez au programme fait une collusion tacite avec le concurrent pour qu'on puisse avoir plus de profit, l'algorithme comprend tout seul que c'est ça qui va mener à un meilleur profit pour l'entreprise et crée alors naturellement en fait une sorte de collusion. Ça crée des soucis pour savoir qui est responsable dans ce cas-là. Ce n'est pas une collusion en tant que telle, donc tout ce qui est réglementation peut devoir être adapté dans ce sens-là. Donc, voilà, il y a toute une série de défis qui vont être mis à jour avec ce développement de l'intelligence artificielle. Du point de vue des prix, toujours, on a aussi certains programmes qui vont permettre de connaître les préférences des consommateurs et qui vont pouvoir vous discriminer en fait en fonction de vos propres préférences. Donc, vous proposez un prix qui va être différent de quelqu'un d'autre dans un autre pays, dans un autre contexte, qui va avoir des préférences différentes. Et donc, il y a une certaine discrimination qui est plus facile pour l'entreprise et donc qui augmente aussi sa marge de profit. On a aussi pour le consommateur plus de variété dans les produits qui vont être proposés par l'intelligence artificielle. On pense à, si vous vous connectez sur Amazon, par exemple, voilà, vous aurez toute une série de produits qui vous seront proposés auxquels vous n'aviez pas accès auparavant ou auxquels vous n'auriez pas nécessairement pensé consommer. Donc, ça peut être une plus-value pour le consommateur qui y gagne, hein, puisqu'il aura accès à des biens auxquels il n'avait pas accès auparavant. Et au niveau des entreprises, ça fait par contre qu'en fait, ce seront les grosses entreprises avec les produits les plus achetés qui vont y gagner, puisque ça va être eux qui vont être montrés le plus souvent aux consommateurs, etc. Donc potentiellement avec un certain niveau de pouvoir de ces entreprises qui va pouvoir augmenter. Et par contre, à l'inverse, voilà, le consommateur, lui, va pouvoir plus facilement comparer les prix, acheter à l'entreprise qui proposera le prix le moins élevé, mais aussi pourra vérifier la qualité des produits. Donc, on a toute une série d'avis sur le net qui permettent que, en tant que consommateur, vous avez une qualité de produit qui peut être supérieure, puisque vous pouvez vérifier au niveau de la réputation de l'entreprise avec laquelle vous allez traiter. Et dernier point, pour les consommateurs, on a
une amélioration aussi pour tous les consommateurs qui sont dans les zones plutôt rurales. Là où avant, il fallait vraiment se déplacer dans la ville pour avoir accès à des magasins différents ou à différents types de produits, ici, c'est accessible directement sur le téléphone et donc ça facilite pour les personnes qui avaient avant moins accès à certains biens, ont directement accès via l'Internet. Alors, qui dit numérisation et discussion de l'effet économique de l'intelligence artificielle va dire automatiquement discussion sur l'effet potentiel sur nos travailleurs. Alors, cette technologie-ci et aussi les précédentes, telles que par exemple la robotisation ou l'automatisation, ont toujours posé la question de savoir est-ce que les travailleurs vont être remplacés par des machines? Est-ce qu'on sert toujours à quelque chose? Est-ce qu'il y a de l'emploi pour nous à l'avenir? Et dans cette question-là, en fait, la question centrale, c'est de savoir si l'être humain est plutôt complémentaire ou substitut à la nouvelle technologie. Et les recherches nous montrent que les travailleurs tendent plutôt à être complémentaires, en fait, à la technologie, puisqu'on va avoir le développement de l'intelligence artificielle qui va permettre d'éviter de réaliser toute une série de tâches très routinières ou répétitives, qui permet une meilleure analyse de toutes les informations qu'on aura à disposition, mais il reste certaines compétences pour lesquelles l'humain va primer. Par exemple, la créativité, la négociation, tout ce qui est perception sociale, l'assistance prise en charge des personnes, les conceptions de ces outils technologiques. Il y a quand même un humain derrière la conception des programmes informatiques qui nous permettent d'utiliser l'intelligence artificielle. La prise de décision, par exemple. Donc, tout ça vont être toute une série de compétences qui vont être plus demandées à l'avenir. Ça permet donc de se concentrer sur certaines autres tâches et aussi parfois de stimuler l'innovation et de créer de nouveaux emplois qui n'existaient pas auparavant. Donc, tout ce développement de l'intelligence artificielle ouvre un peu le champ des possibles et fait qu'on aura de nouveaux emplois qui vont se créer. Et à côté de ça, on a aussi toute une demande qui va être faite pour les spécialistes en technologie de l'information et de la communication pour développer ces nouvelles technologies, pour écrire les programmes, etc. Alors, juste un dernier point par rapport à cette question de substituabilité, complémentarité avec les travailleurs, c'est que contrairement aux technologies numériques précédentes, l'intelligence artificielle va avoir un impact aussi sur les travailleurs qui sont hautement diplômés. Par exemple, lorsqu'on avait la robotisation, on a tous en tête un peu l'image à la Charlie Chaplin du fait que les machines vont remplacer une grande partie des emplois, mais c'était des emplois plutôt bas qualifiés. Donc, on avait le robot qui fait le travail d'une personne avec un niveau de diplôme plus faible. Avec l'intelligence artificielle, l'histoire est un peu différente, puisqu'on a un outil qui va être utilisé dans des professions qui sont plus hautement diplômées. On parlait tout à l'heure des soins de santé, de la finance. Moi, par exemple, ça a aussi un impact dans mon travail économiste, puisque j'ai recours parfois à ces outils-là. Mais donc, ça va avoir une incidence sur les personnes qui sont plus hautement diplômées, mais sans toutefois complètement enlever cet emploi. Donc, c'est plus qu'un remplacement du travail qu'on va faire, ça va simplement être une façon différente de travailler. Et donc, ça nécessite une certaine adaptation. Et l'adaptation va être notamment en termes de compétences. De compétences douces, donc les soft skills, négociation, écoute, prise de décision, etc. Mais aussi les compétences donc numériques. Or, ici, d'après les données qu'on avait en 2021, on a près d'un Belge sur 5 qui a un niveau faible de compétences numériques. Alors, ce sont des personnes qui vont être de plus en plus confrontées à la numérisation dans leur quotidien, qui vont être confrontées à cette numérisation lorsqu'elles cherchent un emploi, et on va demander de plus en plus ces compétences lorsque l'entreprise va essayer de recruter. Et donc, ça va être crucial d'apporter des formations et d'améliorer le niveau de compétences pour ces personnes.
Si on regarde aussi en termes de caractéristiques, c'est d'autant plus vrai pour les personnes qui sont déjà plus éloignées du marché du travail. Par exemple, celles qui sont à la recherche d'un emploi sont aussi plus souvent celles qui n'ont pas ces compétences numériques, et celles qui ont un niveau de diplôme qui est plus faible ou moyen, donc c'est maximum l'enseignement secondaire supérieur. Dans ce cas-là aussi, la proportion de personnes qui ne maîtrisent pas ces compétences numériques est plus grande, et donc avec un plus grand risque pour l'avenir et la nécessité d'adapter ce niveau de compétences. Alors, il y a d'autres risques au-delà du marché du travail qui sont associés au développement de l'intelligence artificielle. On a notamment la cybersécurité, toutes les réglementations qui vont devoir être mises en place, à laquelle les entreprises doivent se conformer si elles veulent utiliser cette intelligence artificielle. Il y a toute la question de la transparence dans le contenu des programmes informatiques qui sont utilisés. Qu'est-ce qu'on utilise, par exemple, comme critères pour définir les règles qui sont mises en place par l'algorithme, etc. On a évidemment tout ce qui est question de protection de la vie privée ou lié à la réputation de l'organisation qui aura recours à l'intelligence artificielle. On en parlait tout à l'heure, l'équité et la justice vont être des points centraux dans tout ce qui est détermination du cadre réglementaire futur. Par exemple, on a certains programmes, s'ils sont utilisés, qui vont mener à certaines discriminations naturelles ou qui peuvent renforcer certaines normes sociales, puisqu'en fait, les programmes ont leur apprentissage qui est basé sur des données déjà existantes. Donc, s'il y a certaines normes sociales qui sont établies dans ces bases de données qu'on fournit au programme pour s'alimenter, il va un peu reproduire ces mêmes normes et même parfois les accentuer. Alors, il y a aussi la question, voilà, on a les voitures qui conduisent seules, si on les développe un jour, si elles sont utilisées et qu'il y a un accident, voilà, qui est responsable? Est-ce que c'est le conducteur? Est-ce que c'est le développeur du programme? Est-ce que c'est l'entreprise qui a utilisé la technologie et l'a mise dans la voiture? Donc voilà, il y a toute une série de questions qui se posent de responsabilité et qui devront être discutées à l'avenir par nos décideurs politiques. Ce qu'on montre aussi ici sur le graphique, c'est qu'au-delà des risques qui vont être mis en place qui vont être liés à l'adoption de l'intelligence artificielle, il y a finalement peu d'entreprises qui mettent vraiment en place, qui prennent des mesures concrètes pour atténuer ces risques. Et donc, c'est vraiment une discussion qui doit être faite par les politiques. Et donc, des actions vont devoir être nécessaires pour minimiser tous ces différents risques, tout en gardant les bénéfices qui peuvent être conséquents dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, quel type d'actions peuvent être mises en place? On peut penser à une stratégie plus globale pour le développement de l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Il y a évidemment l'importance de soutenir l'innovation si on veut se positionner en tant que leader de cette technologie, parce que pour l'instant, c'est plutôt États-Unis et Chine qui vont être leaders dans ce développement-là. Donc, voilà, si on veut se développer, il faut soutenir l'innovation dans ce type de recherche. Les compétences qui sont acquises vont être très importantes et donc nécessitent d'investir dans tout ce qui est programme d'éducation et de formation. Discussion du cadre réglementaire va être indispensable pour définir les règles éthiques de base et la responsabilité de chacun si ces règles ne sont pas respectées. Et finalement, le développement de l'intelligence artificielle nécessitera une certaine coopération internationale qui va pouvoir faciliter simplement le développement futur de l'IA. Alors, j'arrive à la fin de ma présentation et qui, j'espère, vous aura montré l'utilité d'une analyse humaine par rapport à ce que ChatGPT avait répondu en début d'exposé sur l'impact économique de l'intelligence artificielle. Mais donc, pour conclure, un petit message principal à retenir, c'est que, en résumé, le développement de l'intelligence artificielle a ses avantages, mais a aussi certains défis et certains risques.
ça peut très bien être la prochaine technologie à usage général qui va stimuler la croissance de la productivité dans l'ensemble de l'économie. Mais pour ça, on a besoin d'une part d'examiner de manière précise quel va être son impact sur l'économie, mais aussi de fournir un cadre réglementaire adapté. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et alors, je vous ai mis le petit lien vers l'article sur lequel la présentation est basée. Merci Thierry, merci Céline pour vos interventions très enrichissantes. Nous avons reçu quelques questions de la part du public. Je vais commencer par vous Thierry. Première question, l'IA semble n'avoir que des effets bénéfiques pour vous. Est-ce que vous voyez des effets néfastes tout de même? Ah oui, non, soyons clairs. J'avais 25 minutes pour vous faire l'exposé, donc et je pense que les médias se font déjà un grand plaisir de vous parler tous les jours des risques, et donc je vais surtout essayer de remettre la balance au milieu. Mais comme déjà annoncé, je crois que le principal risque, la cybersécurité, il est quand on utilise n'importe quelle technologie. Il faut s'assurer de la sécurité de la technologie. Hein. Quand on utilise la technologie nucléaire, ben, il faut s'assurer de la sécurité nucléaire. Eh bien, donc, en utilisant la digitalisation et en particulier l'IA, c'est naturellement la cybersécurité. Le plus gros risque, c'est, comme je l'avais dit, l'utilisation de l'IA par vos concurrents. Ça, c'est à relativement court terme. Quand on voit ça au niveau macroéconomique, c'est clairement la géopolitique aujourd'hui qui pose le plus grand souci. Hein. Donc, je suis particulièrement inquiet de l'intelligence artificielle utilisée par les Russes, les Chinois et peut-être éventuellement par les Américains. Euh, et à part ça, le manque d'éducation en général en Belgique au niveau de digitalisation, où il y a quand même un retard important. Et donc, naturellement, si, en particulier nos jeunes, par exemple, rentrent dans ce monde digital avec relativement peu de connaissances, de précautions, eh bien, ils passent leur temps sur TikTok et demain, ils se font avaler par ce genre de système. Donc, il y a des éléments terriblement négatifs, sans aucun doute, qui, avec une bonne éducation et de bons gestionnaires et une bonne législation européenne, mais une législation intelligente, hein, pas uniquement on veut pas faire, mais on veut le développer en Europe. Hein, je crois que ça a été mentionné par Céline également, comment retrouver l'envie d'innover. Il faudrait quand même mentionner que nos deux applications bancaires sont numéro 3 et 4 au niveau mondial, au niveau de leur capacité d'interagir avec le public et l'UX, hein, l'utilisation. Et donc, il y a moyen, mais malheureusement, si on ferait la liste des choses sur lesquelles on est en avance au niveau digitalisation dans tous nos secteurs, il n'y a pas beaucoup d'autres mondes que le secteur bancaire. On est très en avance dans chercher au niveau pharmaceutique, bio, etc. Mais au niveau intelligence artificielle, je crois que nos deux banques sont, deux des banques sont des exemples internationaux, mais il faudrait maintenant que tous nos secteurs deviennent des exemples internationaux, puisque c'est toute l'économie qui doit se digitaliser et utiliser l'intelligence artificielle. Voilà. Merci Thierry. Petite question pour Céline. Par rapport au slide numéro 11, d'après la Fondation Roi Baudouin, 46% de la population belge sont en situation de vulnérabilité numérique. Comment comprendre ce pourcentage par rapport à celui que vous citez? Alors, donc, répétez un peu en termes de... En termes, donc 46% de la population 40. belge est en situation de vulnérabilité numérique. Comment comprendre ce pourcentage par rapport à celui que vous citez? Ok, donc j'ai pas l'indication du chiffre, mais quand je pense à vulnérabilité, pour moi, ça peut être une définition qui est simplement plus large que celle qui est prise ici. Parce qu'ici, donc dans ce graphique 11, c'est vraiment ceux qui n'ont aucune compétence numérique, donc qui ne savent pas utiliser un ordinateur, qui ne savent... Donc, si je pense à vulnérabilité, ça peut être que y a une certaine utilisation qui est faite, mais qui n'est pas totalement maîtrisée. Donc, il y a plusieurs degrés, évidemment, dans l'acquisition de ces compétences numériques. On peut pouvoir utiliser un ordinateur, mais ne pas tout à fait comprendre tous les programmes qui sont derrière, etc. Donc, à mon avis, c'est simplement une définition qui est plus large, qui est prise en compte.
D'accord. Question pour Thierry. Quel est l'impact du GDPR et de la régulation de l'IA dans ce secteur naissant? Alors, il est naturellement énorme, mais du bon côté. Par exemple, la RGTP a clairement rendu le secteur plus robuste au niveau du respect de l'utilisateur, du client, du citoyen. Ce que je m'inquiète plus, c'est que ce genre de régulation est terriblement complexe et lourde et écrite, au lieu d'être écrite pour améliorer la situation du citoyen européen, c'est souvent écrit contre, contre une application américaine, par exemple. Et le résultat n'est pas que c'est un défaut, un problème pour l'application américaine, ça devient un problème pour notre PME. C'est-à-dire qu'en tant que PME, si vous voulez appliquer la RGDP, vous devez faire appel à des consultants, des avocats, etc. Alors que franchement, dans beaucoup de cas, la vie privée du utilisateur d'une PME n'a pas été entravée. Et donc, on sait ce qu'on crée un peu au niveau de l'intelligence artificielle. On est ravis que l'Europe va légiférer rapidement. Et on a, depuis 2018, on met en avant les risques de l'intelligence artificielle et comment nous le faisons de façon responsable. Mais ça peut aussi être écrit d'une façon tellement incompréhensible que tous nos labos de recherche et développement d'IA sont obligés de se focaliser sur les éléments régulatoires plutôt que de se focaliser sur le développement. Et donc, ça, c'est un petit peu le problème de notre société qui devient terriblement régulatoire, avec des régulations qui se contredisent. Hein, donc, il n'y a pas moyen d'être 100% compliant. Et il y a donc toujours un risque entrepreneurial à prendre. Et on voit ça dans le secteur financier où certains compliance officers disent « Ah non, on ne fait pas d'IA ». Parce que comme c'est pas 100% garanti au niveau d'un certain nombre de lois, on le fait pas. Et alors on oublie de prendre les autres risques. Donc on va pas appliquer l'intelligence artificielle, donc on continue à prendre des risques au niveau de la fraude, on prend un risque énormément au niveau de sa société, au niveau de la compétitivité de l'entreprise, mais il y a un risque éventuel que dans un cas sur 1000, il pourrait y avoir quelque chose d'illégal en utilisant un système américain dans les airs. C'était le cas quand il n'y avait pas de privacy shields, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Et donc, on voit des projets en Belgique qui sont arrêtés pour des raisons d'un compliance officer qui a un éventuel petit risque. Et à cause de ça, on met au risque tous les utilisateurs de cette banque et la société avec la fraude. Donc, on est dans un monde où il faut bien prendre en balance les risques de tout ça. Et donc, le plus grand risque, vous savez ce qui est le plus dangereux, c'est pas l'IA, c'est les anciennes technologies. On est 100% sûr que les anciennes technologies sont polluantes, elles n'offrent pas aux travailleurs des situations très agréables de travail et ne résoudent pas un certain nombre de problèmes sociétaux. Et donc, il faut naturellement utiliser l'IA de bon escient, mais ne pas l'utiliser est plus risqué que l'utiliser. Merci. Céline, votre article souligne l'importance de combiner les forces de l'intelligence artificielle avec les compétences humaines. Pourriez-vous donner des exemples pratiques de collaboration réussie entre l'IA et les travailleurs humains en Belgique? Des exemples concrets. Donc ça, c'est plutôt pour les gens de terrain, je vais dire. Oui. Hein. Mais en tout cas, c'est ce qui est... ce qu'on observe et qui est analysé, c'est que la technologie actuelle, en fait, va simuler des traits humains qui sont assez identifiables, hein, donc, et qui sont codifiables d'une manière informatique. Donc, pour lesquels on va pouvoir avoir, donc, par exemple, la reconnaissance des images tout à l'heure. Voilà, on va pouvoir coder d'une certaine façon l'analyse des pixels pour fournir à l'intelligence artificielle la connaissance nécessaire pour avoir ce type de compétences et qui va pouvoir être faite. Par la suite, en termes d'utilisation, en fait, l'être humain est toujours indispensable dans le sens où il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette technologie. Hein. Est-ce qu'on compare les chihuahuas aux brownies, aux muffins, ou est-ce qu'on l'utilise pour détecter le cancer du sein? Voilà. Donc ça, typiquement, ce sont une prise de décision qui ne va pas être faite par l'intelligence artificielle. Ce sont les êtres humains qui vont prendre la décision derrière, qui vont voir, ben voilà, ce programme me permet de faire ce genre de choses, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je lui pose comme question? Comment je l'utilise? Donc ici, on fait un travail d'analyse, je le fais pour cet article-ci.
c'est moi qui pose les questions au chat GPT. En fonction des questions que je vais lui poser, je vais avoir aussi une certaine qualité d'information qui va être fournie. Donc, il y a toujours une certaine nécessité à ce que l'être humain soit présent. Et alors, évidemment, il ne faut pas oublier, hein, il y a toujours le côté simplement social qui reste, hein, dans tout ce qui est contact humain, etc. Ça ne va jamais être remplacé par les outils technologiques. Donc, on garde tout un côté très important pour la société. Thierry, que pensez-vous de l'idée que le secteur bancaire sera la sidérurgie du XXIe siècle en termes de contraction du personnel? La plupart des métiers peuvent facilement être remplacés par l'IA, me semble-t-il. Tout d'abord, peut-être un peu en général, depuis la digitalisation, depuis que je travaille chez Google 12 ans, on n'arrête pas de me dire « Oui, oui, c'est très bien votre truc, mais ça va coûter de l'emploi. » Et aujourd'hui, on est quand même bien avancé dans toutes ces évolutions. Il y a aujourd'hui plus de gens au travail en Belgique qu'il n'y avait jamais auparavant. C'est vrai que le secteur bancaire est plus léger qu'il n'était par le passé parce que voilà, il y a plus toutes les opérations manuelles. Il fallait plus encoder les virements et il y a plus tellement d'agences qu'il n'y a par le passé. Et donc, il est clair que certains secteurs avaient instamment beaucoup de personnes administratives en service. Mais ceci dit, de là comparé à la sidérurgie, c'est la période de la sidérurgie, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez la sidérurgie, ArcelorMittal à Gand est encore un gros employeur et exporte dans le monde entier et fait des produits fantastiques ou technologiques. C'est vrai qu'à un certain moment, on avait de l'industrie lourde et c'était surtout ces quelques acteurs de l'industrie lourde qui faisaient l'emploi. Et aujourd'hui, l'emploi est beaucoup plus diversifié, mais la sidérurgie n'a pas disparu. Elle est toujours là, elle est toujours en Belgique et elle est toujours apporteur d'une valeur ajoutée. Donc le secteur bancaire sera beaucoup plus diversifié, plus large, mais ce ne sera donc pas la sidérurgie. Et le secteur bancaire, c'est relativement bien adapté. Et je trouve que c'est un exemple où il y a moyen. Le problème de la sidérurgie aussi, c'est qu'ils ne sont pas adaptés. Ils ont très fort gardé une technologie existante et tout le monde a, à un certain sens, subsidié des sites de production qui n'étaient pas rentables pour juste maintenir de l'emploi. Et on voit que le secteur bancaire n'a pas ça du tout, évolue bien, gère bien l'élément social. C'est pas viré du jour au lendemain 10 000 personnes, c'est plutôt une évolution dans le personnel. Et les banques qui ont difficile à trouver du personnel sont obligées d'être plus efficaces parce qu'elles ne parviennent pas à trouver de talent. Donc, c'est très, très, très différent comme contexte. Et je crois qu'il y a un bel avenir en tant que banquier, condition naturellement de savoir utiliser ces outils et d'évoluer avec son temps. Et la dernière question est pour vous, Céline. Comment les disparités régionales dans l'utilisation de l'IA en Belgique peuvent influencer les avantages économiques dans ces régions? Alors, au niveau régional, on a un développement qui est plutôt concentré sur Bruxelles, hein, ce qui est assez logique étant donné la position de grandes villes, etc. Donc, c'est souvent dans les grandes villes ou les capitales que ce type de technologie va être utilisé. Donc, potentiellement, ça peut créer de l'emploi pour cette région-là. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est qu'en Belgique, on a énormément de nafteurs, donc c'est jamais certain qu'il y ait un effet économique. Donc, c'est pas parce qu'une région a un avantage comparatif au niveau de la technologie qui va être utilisée que finalement, économiquement, ça va être celle-là qui se développe le plus. On va avoir des pénuries de main-d'œuvre dans les 3 régions ici, qui est plus marquée en fait dans ce cas-ci en Flandre, où on recherche beaucoup de personnes avec les compétences spécialistes en ICT, les développeurs, donc ingénierie, mathématiques, etc. Donc tout ce qui est filière STEM. Donc voilà, tous ces facteurs-là, mis l'un dans l'autre, font que on ne sait pas exactement s'il y aura une modification des positionnements des différentes régions, mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau des entreprises, c'est plus souvent utilisé dans les entreprises qui sont situées à Bruxelles qu'ailleurs dans les 2 autres régions de Belgique.
Parfait. Merci Céline. Merci Thierry. Merci pour vos exposés Je ne très sais pas si je peux intéressants. encore Oui, bien sûr. rajouter un élément à ça, parce que j'ai quand même l'occasion de travailler avec les entreprises partout dans le pays, de faire de ce genre de conférences partout dans le pays. Effectivement, Bruxelles est, avec c'est le plus de sièges centraux, visibilité internationale, et ça est en avant, mais la Flandre est très, très, très en avance par rapport à la Wallonie. Il faut quand même le mettre en avant. Et ça se commence par, j'ai fait une conférence pour un acteur dans le secteur assurance, avec des courtiers d'assurance, et j'ai eu l'occasion on m'a demandé de faire ça d'abord en néerlandais pour les flamands, et puis en français pour les francophones. Et j'ai donné donc la même conférence, le même contenu aux deux groupes. Et les Flamands se sont dit, ah, ça va quand même changer beaucoup notre secteur, et commencer à poser des questions, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce que j'adapte mes services en ligne, et comment est-ce que petit assureur, je peux utiliser ça, ce genre de questions-là. Côté francophone, c'était, c'est dangereux, ça m'enlève mon boulot, l'intelligence artificielle, c'est dangereux, mes enfants font ça. Et donc, il y a une perception complètement différente qui est entre autres alimentée par les médias, mais encore pas d'autres facteurs, qui fait qu'il y a beaucoup plus un élément volontariste côté Flandre que côté francophone, mais il faut enlever Bruxelles, ça, parce qu'à Bruxelles, c'est très, très différent. Et on voit que l'évolution au niveau de l'utilisation des data, par exemple, beaucoup de sociétés flamandes sont plus avancées et sont moins avancées, comme dit par Céline. C'est naturellement la condition sine qua non pour pouvoir commencer à utiliser l'intelligence artificielle. Et alors, en dernier, la Flandre, qui est pourtant déjà un peu plus en avance, fait en mars l'année prochaine Flanders Technology International, deuxième version, qui va faire un énorme effort du gouvernement flamand au niveau communication, formation, mettre en lien les sociétés pour développer l'IA. Et il n'y a pas le même effort côté wallon, alors que c'est plutôt la Wallonie qui aurait besoin de ce grand roadshow entreprise sociétale pour amener le grand public à l'intelligence artificielle. Et la petite histoire, Flanders Technology a été fait dans les années 80 pour transformer la Flandre vers l'informatique avec beaucoup de succès. Et si aujourd'hui la Flandre a plus de succès économique que la Wallonie, alors que c'était le contraire avant, ça a été entre autres grâce au programme Flanders Technology des années 80. Et donc, ils vont remettre une couche en 24. Et donc, j'invite toutes les entreprises au sud du pays à aller voir de ce côté-là, à s'informer. En tout cas, c'est pas une fatalité, parce qu'il y a des entreprises wallonnes qui font des choses formidables. Je crois qu'Odoo est l'exemple que tout le monde regarde et qui utilise ces technologies, mais qui l'exporte dans le monde entier. Et donc, j'espère que toute entreprise wallonne peut s'inspirer d'Odoo et rentrer dans l'ère de la 4e révolution industrielle. Bien, merci Thierry, merveilleuse façon de terminer ce webinaire. Merci aussi à Céline pour ton intervention qui était très pertinente. Nous remercions aussi les participants pour vos questions. Vous allez recevoir prochainement un mail reprenant un lien pour les slides partagés lors du webinaire, un sondage, mais également le lien reprenant l'enregistrement de ce webinaire qui sera sur notre chaîne YouTube. Alors, les prochains rendez-vous à noter dans votre agenda seront le 5 décembre à Charleroi et le 12 décembre à Tournai. Ces rendez-vous se feront en présentiel. Vous pouvez trouver toutes les informations sur ces deux conférences sur le site du Forum financier belge, financialforum.be. Encore merci à nos deux orateurs du jour pour votre présence et vos exposés, et à tous les participants. Bel après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Merci, au revoir.